La première présentatrice est Charlotte Hendricks avec sa présentation intitulée « Traumatisme crânien, les montagnes russes au quotidien ». Pour la présenter, Charlotte est étudiante au doctorat en neuropsychologie à l'Université de Montréal. Elle détient notamment une maîtrise en neuropsychologie et de l'expérience clinique avec les populations neurologiques. Florence est active dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Alors, on accueille Florence. Non. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Vous n'êtes pas nombreux dans la salle, donc je m'attends à avoir du bruit quand même pour savoir que vous êtes vivant. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Et donc, bonjour à tous, je m'appelle Charlotte, puis je vais vous présenter mon sujet de thèse aujourd'hui. Donc, si je vous dis la colère, la tristesse, la joie, l'agressivité, l'impulsivité, est-ce que c'est des comportements et des émotions qui vous parlent? Oui, ok, cool. Tant mieux parce que c'est de ça dont on va parler pendant les 12 prochaines minutes. Voici ma petite illustration pour ça. Donc, je vous demande d'attacher votre tuque et de vous accrocher à votre bière parce qu'on va parler de troubles du comportement ou, comme j'aime les appeler, les comportements problématiques. C'est un peu mystérieux, hein? Alors, pour ça, il faut commencer par le début. Donc, moi, dans ma thèse, je m'intéresse à ce qu'on appelle le traumatisme crânio-cérébral ou plus communément appelé le TCC. Donc, c'est quoi un TCC? Ben, c'est simple. C'est un grand choc à la tête qui peut arriver après un accident de voiture ou une chute à vélo, au ski ou d'autres chutes. Okay? Donc, en fait, c'est une lésion cérébrale acquise. Donc, c'est un mot compliqué, mais c'est très simple. Ça arrive au cerveau cérébral et acquis après un accident plutôt que d'avoir ça depuis qu'on est enfant. D'accord? Donc, dans les médias, on entend souvent parler de traumatisme crânien, commotion cérébrale, surtout dans le domaine du sport. Ça, c'est des traumatismes crâniens légers. Moi, je m'intéresse aux modérés sévères. Donc, ce sont des lésions plus importantes, plus graves, qui amènent en fait des séquelles, des difficultés tout au long de la vie. Alors, vous allez me dire, c'est quoi un TCC? Donc, on en a un peu parlé. Puis, moi, j'ai envie de vous présenter, en fait, une campagne de sensibilisation qui parle beaucoup du TCC, notamment parce que c'est la semaine québécoise du TCC et qui milite beaucoup pour dire qu'un TCC, c'est 3 lettres qui changent une vie. Donc, ce n'est pas un accident à un seul moment dans le temps, mais c'est une situation chronique. Donc, la personne, elle change du tout au tout, du jour au lendemain, et elle va devoir faire avec ses nouvelles capacités, ces nouvelles facettes de sa personnalité. Okay? Suite à un TCC, il y a plein de choses qui changent. On a des difficultés en mémoire, en organisation, on a des difficultés motrices, les sens également. Mais moi, je vais poser ma lunette de chercheuse sur les comportements. Je donne des petits coups en arrière parce que je ne vois pas mes effets, donc je vais dire que ça marche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus d'une personne sur 2 qui a fait un TCC peuvent avoir des comportements problématiques. Donc, c'est vraiment énorme. Et ce, quelles que soient les années post-accident. Donc, ça peut arriver à 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans post-accident. C'est des comportements qui vont fluctuer dans le temps, donc qui vont apparaître, disparaître, ça dépend. Les plus fréquents, c'est l'agressivité verbale et physique. Le manque d'initiation, donc on appelle ça aussi apathie. En gros, c'est le starter qui est défectueux, on a plein d'idées dans la tête, mais on n'arrive pas à se mettre en route. Ou encore les comportements sociaux inadéquats. Donc, tout ça pour dire que c'est des comportements agréables, dérangeants socialement, qui peuvent mettre la personne en danger ou ses proches, et qui en plus peuvent avoir une atteinte à sa dignité et son estime d'elle-même. Alors là, vous allez me dire, bah ouais, moi aussi j'ai des troubles du comportement, j'ai déjà insulté un automobiliste dans la rue parce qu'il m'avait coupé la route, je suis déjà restée écrasée dans mon divan toute la journée, ou j'ai déjà dit ce que je pensais à quelqu'un après avoir bu une bonne bière. C'est sûr, je suis d'accord avec vous. La différence, c'est qu'après un TCC, ces comportements-là, ils sont plus fréquents, ils sont beaucoup moins contrôlables et ils sont plus explosifs. Alors souvent, les participants, ils vont me parler en disant, c'est des montagnes russes au quotidien. D'où mon super titre. Et donc, en fait,
Ils vont me dire, c'est comme si tu te retrouvais dans un wagon qui fonce à toute vitesse, il est défectueux, il n'y a pas de frein à main, rien ne fonctionne, et boum, c'est sûr qu'on s'attend à avoir des difficultés auto. Okay. Alors, ça, c'est un problème parce que c'est fréquent, c'est difficile à gérer, et donc c'est justement ce à quoi moi je m'intéresse dans ma thèse, c'est comment on fait pour les gérer, ces comportements-là. Alors, il existe des interventions professionnelles, mais elles ne sont pas toujours accessibles à la population ou elles sont tellement nouvelles qu'elles sont en cours de développement. Donc, moi, je me suis dit, eux, au quotidien, comment ils font pour gérer ça? Et donc, j'ai fait dans ma thèse ce que je sais faire le mieux, parler avec les gens. Donc, pour ça, j'ai été interroger, en fait, les experts du terrain, comme j'aime bien les appeler. Donc, à la fois les personnes qui ont subi le TCC, mais aussi ce qu'on appelle les personnes proches aidantes. Donc, en gros, c'est les personnes qui leur offrent de l'aide au quotidien, presque H24. C'est mes experts parce que c'est eux qui vivent ce problème-là tous les jours, c'est pas moi. Et donc, j'ai été leur poser des questions un peu comme une journaliste. C'est quoi un comportement problématique? Dans quelle situation ça se présente? Et surtout, c'est quoi vos solutions? Après ça, avec mes entrevues, j'ai utilisé ce qu'on appelle l'analyse qualitative. Alors, donc, contrairement à ce qu'on entend souvent dans la science, on fait des calculs, on utilise des chiffres, on fait des statistiques. Moi, je me suis plutôt basée sur les mots de mes participants, sur leurs entrevues, les ai lus, relus et re-relus, puis j'ai essayé d'extraire les concepts, les messages clés de tout ce groupe-là. Alors, je vous imagine un petit peu le truc. C'est comme si j'avais un gros sac d'oranges avec tous mes participants, toutes leurs entrevues, et je prends chaque orange et je viens la presser vraiment minutieusement pour obtenir finalement le jus le plus pur possible. D'accord? Et ça, c'est mes résultats. OK? Ça passe? Oui. Donc, ces résultats-là, ils sont encore en cours d'analyse et j'espère bientôt publier scientifiquement, mais aussi de manière vulgarisée. Et en fait, de leurs propos, on ressort plein de choses. La première, c'est que des comportements problématiques, il y en a beaucoup selon leur perspective et ils sont très variés. Je vous donne quelques exemples. On va retrouver nos insultes, nos cris, nos bagarres, nos commentaires désagréables, physiques, verbales, ça dépend. On va retrouver aussi de la consommation abusive de substances comme l'alcool ou la drogue, ou même la vente aussi, ça reste un comportement problématique dépendamment de la fréquence. Puis on va retrouver aussi plutôt ce qu'eux considèrent comme problématique au quotidien, c'est la difficulté de faire des activités quotidiennes. Le ménage, le lavage, l'épicerie, l'organisation quotidienne. Donc, un exemple, c'est on fait le lavage mais à moitié, on oublie les vêtements dans la laveuse, ils sont mouillés, ils pourrissent là, puis la personne prochainement doit repasser derrière pour le faire à la place de la personne TCC. Alors, évidemment, il y a des déclencheurs que mes participants ont partagés. Premièrement, les interactions sociales, tout simplement. On interagit avec quelqu'un qui ne sait pas qu'on a un TCC, qui est un peu inadéquat. Nous, notre mèche est très courte, boum, ça l'active, on pète une coche parce que la personne n'a pas été très sympa. Un autre exemple, c'est le bruit. Alors, je voulais donner l'exemple de la salle, mais elle est très calme, donc ça ne marchera pas. Mais on est dans un espace, vous savez, bruyant, plein de stimulation, ça crée de la frustration, boum, on explose. Ou un troisième exemple, ça va être les séquelles en fait, du TCC. J'ai des difficultés de mémoire, j'oublie où j'ai rangé mes affaires, ça fait 3 heures que je les cherche et personne ne peut m'aider, je pète ma coche. Puis enfin, vous vous doutez bien que ça vient avec une ribambelle d'impacts qui sont différents pour la personne avec un TCC ou la personne proche aidante. Mais on va parler par exemple de perte d'amitié ou de difficulté à créer de nouvelles amitiés, de perte de réseau social, à la fois pour les deux. Ils peuvent perdre aussi leur logement, donc quelqu'un qui est très agressif, qui casse tout le temps, le propriétaire va juste le mettre en dehors du logement parce qu'il en a marre de tout réparer. Ou encore, les rôles qui vont changer dans la famille. Donc un enfant qui va devenir le parent, ils vont aussi devenir le banquier, le comptable, la femme de ménage, bref, les personnes proches aidantes vont prendre en fait tous les rôles pour aider la personne avec un TCC. Donc ça, c'est un peu nos résultats sur la problématique, mais on a aussi évidemment des résultats sur les solutions. Et ce qu'on a réalisé, en fait, c'est que nos experts du quotidien, ils travaillent vraiment en équipe. Ils ont vraiment développé une boîte à outils de plein de stratégies super variées pour faire face à ces situations problématiques au quotidien. Donc, ce n'est pas juste le proche aidant qui aide la personne TCC, mais c'est aussi la personne avec un TCC qui va mettre en place des actions quotidiennes parce que c'est sûr que ça a une répercussion sur lui.
Donc, par exemple, se mettre en retrait lorsque la personne se met en colère pour la laisser diminuer. Ça vous semble super simple, mais quand ça arrive 5 fois par jour, ben, il faut y penser, puis il faut la mettre en action, cette stratégie-là. Ça peut être aussi donner du feedback à la personne, dire ben là, c'était une situation inadéquate, voici ce qu'on aurait plutôt attendu. Et aussi, ça peut être simplement de faire appel à un réseau social ou des aides professionnelles, et dans certains cas, peut-être un peu plus grave, carrément à la police, parce qu'ils ne savent pas quoi faire, puis la personne est hors de contrôle. Donc, plusieurs stratégies, soit mises en place par la personne proche aidante ou la personne TCC, ou encore de concert avec les deux. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que la personne TCC met en place des stratégies, donc dans de nombreux cas est consciente de ce qui se passe, mais pas toujours au moment du comportement, mais plutôt après. Donc ça emmène une grosse charge psychologique, évidemment des regrets, mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que ce n'est pas la personne elle-même qui produit ces comportements-là, mais c'est bien une séquelle de l'accident, du TCC, et que ce n'est pas toujours leur faute directement, ils ne le font pas exprès. Puis aussi, une des surcharges les plus importantes pour ces familles-là, c'est qu'un TCC, ben, c'est invisible en fait, là, le plus souvent. Les séquelles comme les comportements, c'est pas marqué sur le front de la personne. Ils sont pas toujours en chaise roulante, ils ne boivent pas tout le temps, ils n'ont pas spécialement une canne. Et donc, ce sont des séquelles invisibles. Là, j'ai une petite vidéo très courte pour illustrer ce principe-là. On va voir si elle fonctionne. Normalement, ça devrait marcher, on va essayer. Tadam! Ah oui, je crame! Bon, Dieu, c'est parce que moi, j'ai pas eu de texte, puis surtout pas eu de consigne pour Moi, les j'ai costumes. pas eu de texte, puis surtout pas eu de consigne pour les costumes. Fallait-tu... C'est en chaise roulante! Tu t'es foulé à la cheville. Tu t'es foulé à la fille. Tu fais des travaux sur ta maison le 20 mai 2016. Tu perds pied, tu Tu fais tombes des en bas travaux sur ta maison le 20 mai 2016. Tu perds pied, tu tombes en bas de l'échelle, tu as un gros coup sur la tête, tu te retrouves avec un PCC. Go! Un traumatisme Un crânio-cérébral. TCC! Un traumatisme crânio-cérébral. Oui, enfin, Oui, t'as compris! voilà, Le traumatisme crânio-cérébral ne paraît pas toujours physiquement, mais les Le handicaps traumatisme crânio-cérébral ne paraît pas toujours bien physiquement, présents. mais les handicaps invisibles, eux, sont pourtant bien présents. TCC, pas crustacé. TCC. TCC, pas crustacé. TCC, c'est ça, je te sers la pince. Ouais, c'était la petite joke de fin, mais donc vous l'avez compris, c'est un handicap invisible qui ne se voit pas toujours. Donc, pour terminer cette présentation, j'espère que je vous ai donné quelques gouttes de compréhension et de connaissance, un petit peu de compassion et de bienveillance pour ces personnes qui vous entourent, pour, je l'espère, réussir à peut-être voir l'invisible. En attendant, j'ai envie de lever mon verre, et vous pouvez le faire avec moi, à tous mes participants, puis à toutes ces personnes du quotidien qui sont un peu des experts et des héros de résilience, puis peut-être aux personnes qui se sont reconnues dans ces histoires-là dans la salle. Et je suis prête pour vos questions et merci beaucoup de votre écoute. Santé. Je ne sais pas si vous avez des petites questions. Merci Charlotte pour ta présentation. Donc, je vais inviter les gens au micro ici si vous avez des questions. Simplement répéter la question pour que tout le monde entende bien. Merci pour cette excellente présentation. Tu mentionnais, on m'entend bien? Oui. Tu mentionnais tantôt différentes stratégies que les gens atteints de TCC peuvent présenter. Est-ce que tu connais des plans d'intervention, des méthodes, des difficultés pour développer ces stratégies de coping? Oui, ben en fait, c'est un peu l'objectif fondamental de ma thèse, c'est qu'il existe des interventions, des cadres d'intervention professionnels avec donc différents professionnels de la santé, psychologues, ergothérapeutes, neurologues, c'est très varié. Et eux, leur objectif, c'est qu'ils font en fait une analyse du comportement avec la personne TCC et le proche aidant pour tout d'abord savoir qu'est-ce qui déclenche le comportement, quels sont les comportements cibles. Donc, on va donner l'exemple de l'agression. Monsieur est agressif, il casse tout ce qui passe sous sa main, il insulte sa conjointe quotidiennement, il crache par terre et il chote dans son chat à chaque fois qu'il passe près de son pied. C'est les comportements cibles. Ensuite, on essaie de voir c'est quoi les déclencheurs et les besoins sous-jacents.
Donc, peut-être que c'est un besoin d'expression parce qu'il a des troubles du langage, il ne sait pas bien s'exprimer. Donc, la seule manière d'avoir de l'attention, ben, c'est de cracher et de frapper. Puis après, il y a tout un travail de mise en place de stratégies, justement. Donc là, moi, je vous ai parlé de stratégies qu'eux-mêmes ont développées sur le tas, sur le terrain, sans vraiment spécialement d'aide ou de connaissances parfois. Mais là, ils sont accompagnés de professionnels pour justement essayer de cibler à la fois sur la base de la connaissance des familles, mais aussi celle des professionnels, les meilleures stratégies à appliquer. Et ensuite, c'est vraiment un travail sur un long terme. Donc, c'est des interventions qui durent parfois en moyenne 6 mois, voire 1 an, où ils font des entrevues, soit une fois par semaine au début, puis c'est de plus en plus espacé. Ils réévaluent l'efficacité des stratégies, puis ils changent leur projet au cours du temps si ça ne fonctionne pas. Mais ce qui est super ciblé en fait dans les interventions professionnelles, c'est que c'est la personne qui est au cœur des interventions. Donc, ce n'est pas le clinicien qui dit « on va faire ça », ce n'est pas le proche aidant qui dit « on va faire ça ». On demande à la personne TCC, ok, qu'est-ce qui ne va pas dans ton quotidien? C'est ton agressivité, parfait. On cherche ensemble la solution, puis on l'applique pour que cette personne-là se sente considérée. Parce que souvent, on s'occupe des patients et des malades, mais en fait, on ne leur demande pas leur avis. Et donc, c'est vraiment le but de ces approches-là. Voilà. J'espère que ça répond. Oui, salut. Allô. Tu avais mentionné les comportements problématiques. Est-ce que c'est toujours les mêmes à chaque fois quand on subit un TCC ou est-ce que ça varie d'une personne à l'autre? Puis ça dépend. Est-ce que ça peut dépendre de la zone sur laquelle on s'est cogné? C'est super intéressant. Il y a deux réponses. Toutes les questions sont intéressantes, mais celle-là, je l'aime bien parce que c'est souvent comme un a priori ou un stéréotype sur les personnes TCC. On se dit, même séquelles, même accident, donc même problématique. Et en fait, chaque personne TCC est différente. Donc, chaque personne va varier dans ses difficultés au quotidien, ses comportements au quotidien. Donc, on peut avoir à la fois quelqu'un qui va être agressif, de l'autre côté, quelqu'un qui va être apathique. Donc, comme je vous disais tantôt, qui ne sait rien faire au quotidien, même s'il en a envie. Ça peut être aussi des comportements sexuels inadéquats, comme faire des commentaires à une jeune fille dans la rue, lui demander des câlins, vouloir lui faire un bisou. Donc, ça va différer entre chaque personne, ça c'est une chose, mais ça peut même différer chez la même personne au cours du temps. Parfois, ça dépend en fait de l'environnement. Je te donne un exemple. Monsieur, madame, il est en hospitalisation durant les 2 premières années post-TCC. Donc là, il va être plutôt agité parce qu'on essaye de le maintenir dans son lit. Donc là, il y a des coups qui vont s'en venir, etc. Il essaye de fuir parce qu'il ne veut pas rester à l'hôpital. Par contre, quand il sort et qu'il retombe dans un environnement quotidien comme on le connaît, il va y avoir des interactions sociales. Puis peut-être que les gens vont le faire crier sans le savoir et donc qu'ils vont envoyer des connards à tout bout de champ parce qu'on le dérange et qu'on fait trop de bruit ou ce genre de choses. Ça peut changer aussi chez la personne elle-même, en intensité, en type de comportement. Et pour la zone, moi, je travaille moins sur l'aspect neuroanatomique. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un trauma crânien, ça va toucher principalement, entre autres, évidemment, je vous simplifie la chose, mais le frontal. Et ça, c'est une zone très, très importante pour tout ce qui est contrôle et gestion comportementale, entre autres. Donc, c'est nos fonctions de haut niveau. Et donc, c'est quand même assez fréquent d'avoir des lésions à ce niveau-là. Et ça va avoir différentes manifestations dans les impacts, dans les séquelles, mais entre autres, les comportements en font partie. Et je me rends compte que je fais une autre réponse, mais j'espère que vous suivez. Bonjour, dans le fond, c'est une super bonne présentation. Je m'interrogeais un peu sur la responsabilisation face au comportement problématique. Est-ce qu'il y a des accommodations au niveau de la justice? Peut-être que tu ne sais pas, genre, mais est-ce que c'est un trouble qui est invisible, donc qui peut. Est-ce qu'il y a des... Ouais, comment ça se passe pour la perspective d'avenir de ces personnes-là avec ces comportements-là? J'ai l'impression que ça peut être quand même sombre comme futur s'ils ruinent toute leur relation de comment, des trucs comme ça. En fait, c'est encore une fois, merci pour la question. Moi, souvent, quand je présente les comportements, je dis que c'est un continuum. Donc, on peut aller d'un comportement qu'on va considérer comme léger, donc quelqu'un qui crache dans la rue, à un comportement qui peut être très sévère, d'agressivité, qui peut mener à un emprisonnement. On agresse quelqu'un dans la rue, on a des conséquences.
Mais en fait, ça va varier avec beaucoup de choses. Premièrement, est-ce que la personne, elle a un logement? Est-ce qu'elle vit quelque part? Est-ce qu'elle consomme de l'alcool, de la drogue? Est-ce qu'elle a un réseau social et familial autour d'elle? Moi, dans mon étude, je travaille avec des gens qui, premièrement, ont un logement, ont une famille autour d'eux, donc un proche aidant, et ont quand même des ressources. Donc, je ne connais pas bien les populations itinérantes, mais il faut savoir que plus de la moitié des personnes qui vivent dans la rue ont ou subiront un traumatisme crânien, ni les populations dans les milieux carcéraux. C'est la même chose. Il y a plus d'une personne en moyenne qui va subir ou a subi un coup à la tête. Donc, c'est ça. Et pour répondre à ta question de leur avenir un peu sombre, une des problématiques, puis là, je vous parle vraiment d'un point de vue clinique. Je suis moins experte sur l'aspect théorie scientifique, mais cliniquement, ce qu'on remarque, c'est que les gens qui sont les premiers répondants, ils ne savent pas c'est quoi un TCC. Donc, les policiers, les ambulanciers un peu moins, mais imaginons les pompiers. Monsieur oublie qu'il a laissé son four en route, il part, il met le feu à son appartement, les pompiers débarquent, et monsieur, il est en pleine crise parce qu'il n'arrive pas à se gérer, et les pompiers commencent à appeler la police parce qu'ils pensent qu'ils sont agressés, alors qu'en fait, monsieur, il a un TCC. Mais c'est sûr que nous, on travaille beaucoup, on a envie de faire beaucoup de vulgarisation à ce niveau-là pour former ces premiers répondants-là qui ne savent pas en fait ce que c'est un TCC, puis c'est tout à fait correct, hein, ça ne fait pas partie de leur formation, mais du coup, en effet, ils peuvent mal tomber. Puis le dernier exemple que j'ai envie de donner, c'est dans les hébergements. Donc, moi, dans ma population, dans mon échantillon, j'ai 2 personnes qui vivaient en CHSLD. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les personnes TCC, ça peut arriver jeune et ils vivent longtemps. Donc, ce qui fait qu'on peut se retrouver à 38 ans avec un TCC qu'on a suivi vers l'âge de 16 ans. Et on ne peut pas toujours rester à domicile chez les parents parce que ce n'est pas facile à gérer tout le temps non plus pour les familles. Du coup, nos solutions, elles sont un peu limitées. Il existe des hébergements spécialisés pour ces personnes-là, mais il n'y a pas beaucoup de place. Et donc, ils se retrouvent en CHSLD à 38 ans. Donc, je vous laisse un peu imaginer que ce n'est pas le logement le plus adéquat et qu'en plus, les équipes ne sont pas spécialement formées, tout comme pour les personnes qui peuvent avoir des maladies neurodégénératives dans lesquelles on retrouve aussi des troubles du comportement, donc Alzheimer, Parkinson, etc. Donc, ça aussi, c'est une problématique actuelle qui existe. Puis, pour terminer, parce que je sais que mon tour de parole est fini, si jamais ça vous intéresse, c'est des problématiques qui sont beaucoup abordées par justement Connexion TCC. Donc, c'est la campagne que je vous présentais tout tantôt. C'est un organisme qui regroupe en fait les associations qui offrent de l'aide à ces gens-là. Puis en ce moment, cette semaine, c'est la semaine québécoise du TCC. Donc, ils font beaucoup de sensibilisation et ils vont organiser un forum de discussion sur toutes ces problématiques-là. Donc, le financement, l'hébergement, justement les relations sociales, sexuelles aussi, parce que c'est pas facile pour ces gens-là non plus. On leur en parle jamais, on les considère comme des patients, puis c'est tout. Donc, si ça vous intéresse et que vous voulez partager un peu là-dessus aussi, je vous invite à partager leur post Facebook, etc., pour un peu diffuser ce handicap invisible. Merci beaucoup.